Voilà. Bonjour. On est de retour en plateau, Todalf. Et bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, on est ensemble pendant 1 heure, on va discuter. On n'a pas fait d'intro. Non, c'est vrai, on peut faire l'intro là. Ah oui, on peut essayer de parler. Bah oui, parce qu'en fait, alors ce qui s'est passé, les amis, si Des vous avez, dingueries. c'est-à-dire qu'on avait lancé le chrono, on allait lancer le live et on est venu nous dire écoute, si tu veux, c'est Manu Bennett, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et du coup, bah oui, voilà, on l'a fait. Enfin, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. C'est-à-dire que les gens qui ont lancé le live se disent mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça parle anglais dès le début. Dès le Il est début. 10h du mat, ça parle anglais. Qu'est-ce que c'est que ça Ça parle anglais avec un Je accent pensais que français. c'était une chaîne francophone. À couper au couteau l'accent. Donc on sait aujourd'hui que c'est une journée difficile pour le live parce qu'il y a vraiment le GP qui est en face. Parce que autant hier il était là, mais il était là par intermittence. Ouais. Aujourd'hui là j'ai vu que c'était parti quoi. Là c'est parti. Ah, c'est la grande finale aujourd'hui. Hein. C'est la grande finale. Bah en fait c'est qu'hier c'était le sprint. C'était le sprint, ouais. Moi j'ai essayé de regarder des résumés, j'ai rien vu donc j'attendrai la semaine pro. Bah, alors, je sais plus qui a gagné, mais. Dans le je chat, me souviens plus de. qui a gagné je connais pas le sprint du nom. GP hier? Mais je sais qu'il y a Cocotte qui avait fait un bon score. Je crois qu'il avait Ah ouais fini deuxième. Oh excellent. Et ça doit être Squeezie troisième, je crois. Ok. Et le premier, je sais plus, c'est Hiker ou Hiker, je ne connais pas lui. Ah je ne connais pas non plus. Ok. Mais Ok. bon événement. Ils ont eu de la chance parce que vraiment le temps pourri qu'on a eu en fin de semaine. Mais ils l'ont là, pas eu. Et justement, ils l'ont pas eu. C'est Ouais. quand même un gros coup de Ils l'ont luck, pas hein. eu, donc assez incroyable. Donc voilà pour notre petite. Donc pourquoi on n'a pas fait d'intro. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de beau? Bah là on va parler. Alors là on va parler un petit peu ensemble des conventions, un peu l'histoire des conventions, tout ça. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les conventions? Voilà. Oui. J'aime bien le mec qui se. T'as fait une imitation d'un mec bizarre, mais vas-y. Exactement. Ensuite, du coup petite pause du midi. Oui. Pause régalade. On Ah, j'ai se faim. régalade avec un sandwich poulet, quoi, sûrement, probablement. Bah, ça va être merveilleux. Moi, j'aime bien. Moi, Incroyable. je mange de tout. Hein. Incroyable. Ensuite, donc on reprendra par des mini-reportages. Donc tu as été tourné, dis-nous tout. Non, là, j'ai juste fait un seul reportage. Peut-être qu'à la pause déjeuner, j'en ferai d'autres. Mais du coup, une initiation au shogi, qui est les échecs Ouais. japonais. Qui est plutôt cool, du coup. Qui a une grosse base commune avec les jeux d'échecs classiques. Ok. Ouais. Mais du coup, avec des petites subtilités qui sont plutôt marrants. Bon, je me suis pris branlé parce que le mec Il s'est joué. était Contrairement à toi. gold. Bah oui, forcément. Mais non, hyper intéressant et je pense que ça peut vous plaire. Ok, très cool. Sachant que les échecs, ça reprend une hype, mais de malade. Moi, Mais oui. j'ai tenté de m'y remettre avec Duolingo. Là, je sais pas si t'es au courant que Duolingo, ils ont Ils lancé font des un jeux cours d'échecs. d'échecs. Ouais. Ah ouais. Et je suis toujours aussi nul. Moi, quand je joue sur chess.com, même contre des bots, je fais que des égalités, tu sais, Des draws, des. Ouais, bah, tout coup, on peut plus rien faire, quoi. Ouais, des pattes. Non, Et- c'est pas des pattes. je sais pas, mais ça veut dire que je suis nul à chier. Enfin, Non, mais écoute, c'est juste un peu d'entraînement. Avec un peu de conviction et de détermination, tu peux y arriver. Tu Ouais. peux devenir le nouveau. Mike, non, comment ça s'appelle Merde, attends. Comment il s'appelle Bon, non. Karamazov, mais c'est pas Non, Karamazov. non, ah non, tu parles de Kasparov, toi? De Kasparov. Non, moi, il y a un nouveau maintenant, c'est. Ah là 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 là, je l'ai plus. Il a battu ChatGPT là ce week-end. Là. Aïe, 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 aïe. Quel loser ce ChatGPT. Oui, bah oui, c'est ça. Et c'est encore un russe, non? Ou c'est un... Non, Ah non, c'est un indien. Oui, je sais plus. Oui, mais je crois qu'il est, il est méga fort. Bon bref, vous nous le direz dans le chat, hein. Pour l'instant ils nous ont rien dit le chat. Déjà ils devaient nous dire qui avait gagné le GP, ils nous l'ont pas dit. Putain. C'est un chat dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Je n'ai aucune confiance au chat, à ma communauté. Je quitte le bateau. Il nous faut une commu les amis. Soyez les briques les de- briques du mur Bah oui, voilà, derrière. putain, Voilà, bon, les- là, ça a été taillé avec tes gestes, mais bon. Ouais, bah déjà ça n'a pas été nettoyé. Hein. Quelqu'un qui est venu tailler ça dans la nuit. Alors on en était du coup à À la pause déj. Et au petit reportage. Oui. Et là j'entends le catch là-bas. Là. Bam, bam. Alors hier on a filmé des extraits de catch. Ouais, Et là le but c'est d'aller interviewer un peu les catcheurs tout à l'heure. Bah oui, on avait déjà interviewé. Bah d'ailleurs, c'était à la Japan Expo. Japan Expo peut-être. Non, Paris Manga, Paris Manga. Alors, je me souviens plus. T'avais Calypso en plateau. Oui, c'est ça, Calypso. Et en vrai, j'avais même au hasard des couloirs, Ouais. quand on faisait encore les duplex, pu interviewer aussi d'autres catcheurs. Et en Ouais. fait, d'une part, c'est un sport que j'aime bien, enfin que je regardais quand Ouais. j'étais jeune. Bah, c'est très cool, même à regarder là, en vrai c'est très très cool. Hein. Bah ouais, même non, mais c'est à ce ça. niveau-là qui est pas un niveau professionnel, c'est déjà impressionnant. Des fois il y a des moments où je dis, voilà, ils viennent de se mettre un coup là. non, mais Là c'est- clairement, ils viennent lui mettre une grosse baffe. Et en fait, ce qu'il avait expliqué dans l'interview, c'est que oui, en effet, des fois ils se font quand même mal.
Mais ce qui est très important, c'est de rien montrer, de rien laisser paraître. C'est-à-dire que des fois, ils disent là, je viens de me péter le bras, mais j'y vais quoi. J'avais vu une vidéo, alors c'est sur TikTok, et moi, mon TikTok qui est un peu éclectique, il y a plein de trucs comme ça. Là. Et justement, alors c'est pas le mec qu'on a interviewé, évidemment, je me souviens plus de son pseudo, mais un autre gars où justement il parlait des événements comme ça dans le catch. Et à un moment, c'était Triple H, donc du coup, un mec un peu baraque qui taillait comme un thé, là, et qui se prend pas du gaz carbonique, mais si c'est du gaz carbonique, un truc qui refroidit très fort. Ah oui, de l'azote liquide peut-être. L'azote liquide. Et il le fait parce qu'il s'est pris ça parce que du coup il devait y avoir une machine à fumer, mais la machine à fumer était trop proche de lui. Ça brûle. C'est ça, et en fait le truc c'est que Triple H racontait dans une interview après en disant j'étais en train de mourir dans l'intérieur, mais il était baraqué comme ça, il devait pas montrer que ça brûlait quoi. À un moment donné, il a fini son match quand même. Et c'est comme un autre gars que j'aime beaucoup, André the Giant, qui est d'origine française, où il fait son match contre Hulk Hogan, mais ce match il est somptueux. C'est l'un de ses derniers matchs à André the Giant parce qu'il avait des problèmes, il était trop grand en fait, les os ne supportaient pas son poids et sa taille. Et en fait tu le voyais qu'il était en train de souffrir, mais même sur la vidéo tu le vois qu'il est en train de souffrir. Et il le fait pour les fans et en fait il luttait contre ces problèmes. Mais il aimait tellement le sport que du coup il allait jusqu'au bout. Et ce moment où tu as Hulk Hogan qui doit faire 1m79 quoi, qui soulève André the Giant qui fait 2m12 c'est ça. Et je pense 150 kg. Mais ce moment-là, je pense que c'est l'un des meilleurs moments du sport. Cette capacité qu'ils ont à soulever d'autres personnes, là, rien que là, on l'a vu là, ce week-end. Je me dis, oh, ok, je m'attendais pas à ce que la personne se fasse soulever comme ça. Vas-y, tu veux je vais te soulever si tu veux. Non. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, donc peut-être un peu de catch entre midi et 2. Non, entre midi et 13, parce qu'à 13h, non, entre 13 et 2. Et à 14h, oui. 13 et 2, oui, c'est ça. Midi 13, pause. 13-14, mini reportage. 14-15, Amine revient en plateau. Ouais. Amine Otakuki qui revient. Alors je crois que pour une partie plutôt animation cette fois-ci. Là il a fait une interview juste avant, donc il revient pour une partie animation. Et nous on enchaînera avec une interview. Je crois que la première interview de l'après-midi, si je me trompe pas, c'est Anaïs Elva. Oui. T'es sûr de toi? Oui. Otis Siezo. Ouais, c'est peut-être plutôt Otis Siezo qui est. Alors vas-y. Otis Siezo qui est un créateur de contenu alors qui à la base était sur YouTube, maintenant qui est passé sur TikTok et qui parle d'art et qui là il a un concept marrant que j'ai retrouvé dans mes pour moi là depuis maintenant 2 mois où en fait il refait des logos de grandes marques mais de manière dégueu jusqu'à ce que la marque la mette en PP sur Twitter ou d'autres réseaux. Mais en vrai non, il a du contenu qui a un bon mélange entre l'exercice de dessin, le côté un peu humoristique et tout. Il a une grosse communauté derrière et il a un contenu qui marche plutôt pas mal. Ouais, non mais c'est clair. Donc ça sera vers 15h dans ces eaux-là. Et du coup on enchaînera avec Anaïs Elva. Et oui, ça doit être ça. On a parlé d'Anaïs Elva, donc vous la connaissez pour la voix d'Elsa, la voix de Charlie, Libéré, exactement. Délivré. Stop. Et également l'adaptation française plus récemment de K-Pop Demon Hunter, du coup, dont elle a été la directrice artistique du travail de traduction, adaptation des chansons. Donc, ça, t'auras des trucs à lui dire quand même. Bah, de toute façon, oui, parce que je crois on part sur un quart d'heure, ça va aller très vite. Ah bah ouais, quand même. Ça va aller très vite. Ensuite, on aura une petite demi-heure entre, si je me trompe pas, ça doit être entre 15h15 et 15h45, où on va, parce qu'en fait, oui, Tissiezo, ça va être 14h45 pour être précis. Ouais. Et ensuite on va faire un petit jeu tous les deux, on va se faire un jeu avec le chat si vous êtes disponible et présent et une communauté incroyable, un jeu de devine à quoi je pense. Alors on annoncera quand même si c'est un film, une série, un jeu vidéo, une personne, etc. Et puis on se posera des questions fermées. Oui, non, quoi, peut-être. Fermé. Ça te rappelle un truc, ça va. C'est Saint-Quentin, non? Ouais, c'est ça. Oui, non, peut-être un jour. et on essaiera de deviner, comme ça vous pourrez jouer avec nous pendant une petite demi-heure, ça va être rigolo. Voilà. Yes. Ensuite il y aura une autre interview qui va se caler ici, c'est Camelot avec... Et oui, avec Serge Papagali et Gilles Gravelot. Oui, du coup c'est les 2 paysans de Camelot. Exactement. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ouais. Et non, et en vrai ça va être hyper intéressant parce que du coup ça va être un peu les origines story de comment Alexandre Astier a réuni la troupe, parce que du coup c'est un mec, Alexandre Astier il vient de Lyon. Oui, exactement. Et je crois que c'est aussi des gens qui viennent de cette zone là, et surtout Alexandre Astier
J'avais déjà vu des reportages un peu sur la construction de l'équipe et c'est des gens qui sont plutôt issus du café-théâtre et des trucs comme ça. Exactement, donc, exactement. On avait reçu, bien sûr, une personne dont j'ai oublié le nom et ça va me revenir, qui est le tavernier, qui nous racontait justement que, en fait, dans le fameux café-théâtre où ils étaient tout un tas, et c'est là-dedans que Alexandre Astier, aussi sa mère, et aussi en fait, Lionel ça, Astier. Les En parents, fait, voilà, ils ont regroupé tout le monde et fait une sacrée troupe qui est devenue la troupe derrière du premier pilote de Kaamelott. Exactement. Et ensuite de la série. Etc. Alors après, derrière, je sais que Gilles a une actualité ciné. Je sais que Serge aussi est plutôt côté théâtre. Il avait fait un one-man show. Donc aussi, on va prendre un peu de ce genre de nouvelles. Forcément, voir l'impact que ça a eu sur leur carrière grâce à Kaamelott. Mais aussi de voir un peu leur carrière solo. Oui, exactement. Voilà, ça sera. Donc ça devrait se terminer, je pense, à 16h. Et à partir de 16 à 17, on lance un truc, genre un pavé dans la mer. On va essayer, les amis, de faire un concours tournoi d'animé. Globalement, comment ça va se passer? On sera là en plateau. Je crois qu'Amine va être peut-être présent aussi pour co-animer. Chaque personne qui vient en plateau pourra donner le nom d'un seul et unique anime manga. Voilà, enfin bref. Et s'il vient en plateau, l'animé prendra 3 points. Si jamais quelqu'un le met dans le chat, vous pourrez aussi participer dans le chat, ça prendra 1 point. Et si jamais vous allez sur Discord dans le channel qui s'appelle Paris Manga et que vous donnez le nom de l'animé, ça prendra 2 points. Bien sûr, c'est 1 par personne. Si vous avez plusieurs comptes, je ne veux pas le savoir, je suis ignorant. Voilà. Et à la fin de cette heure, il y aura un chrono, bien sûr, qui va défiler. Il va falloir faire gagner votre anime ou votre manga préféré. Alors essayez de jouer un peu sur les trucs un peu originaux. Si tout le monde nous annonce One Piece, en vrai, je pense pas. Je pense pas. One Piece, il est encore hyper hype. Oui, comme, en fait, animé. il est très mainstream, beaucoup de gens l'aiment, mais les gens ont tous un petit peu un petit truc. Ils veulent promouvoir un animé. Ouais. Je sais pas, moi, c'est la sensation que j'ai. Toi, tu dirais quoi? Moi, je suis pas trop animé. Tu parles sur comment ça va se passer ou sur mon meilleur animé de tous les temps? Ouais, si tu faisais un vote là maintenant. En fait, le truc, c'est que moi, je regarde pas trop d'animés. C'est vrai que moi, les animés que je regarde, c'est plus au travers des mangas. Tu peux dire un manga. Moi, c'était Vinland Saga que je trouve ouf. Moi, je l'aurais mis en animé aussi, donc comme ça, voilà, il a déjà pris 6 points et puis c'est tout. mais en fait, l'animé, j'ai commencé à regarder et l'animation est cool, mais je sais pas. Moi, je suis très manga. Et c'est trop bien. Et les animés, c'est. Et après, il y a moins dans le délire. Full Metal qui est quand même assez exceptionnel aussi. Et Full Metal, mais il y a Evangelion. Enfin, tu vois, il y a aussi plein d'animés que j'ai pas vus et qui ont l'air d'être très très bien aussi. Quoi. Il faut faire un choix. Donc voilà, donc ça sera de 16 à 17. On verra ce que ça va donner. C'est un premier. Si ça se passe bien, on remettra le couvert sur d'autres conventions, histoire de un peu de défier les communautés entre conventions. Quoi. Est-ce qu'à Paris, ils sont plus One Piece Naruto? Est-ce qu'à Toulouse, ils sont plus Stade Toulousain on va mettre ça, on va vendre des statistiques à une grosse boîte de data et puis voilà, on va faire beaucoup d'argent. Exactement. On va leur demander, alors quel est ton âge, ta profession? Ok, c'est quoi ton anime préféré? Non, on fait pas du tout de la récolte de données. Je vois pas de quoi vous parler. Comment ça, une récolte de données? Merci pour le lien du Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, sachant qu'on est en train de relancer là. Il va se passer un truc avec le Discord, je vous l'annonce. Des dingues. J'annonce des choses, j'en sais rien. Mais on relance quelque chose. En tout cas, très prochainement, le retour des lives hebdomadaires. Voilà, bam, allez hop, c'est balancé. J'étais pas au courant, tiens. Parce que c'est pas nous. Ah oui, d'accord. Okay. mais ça va bien se passer. Il faut, de toute manière, on sait que vous êtes demandeurs d'avoir du live, d'avoir des choses qui vont se passer. Et bien sûr, toujours autour du contenu en Jupop Corner. Vous pouvez pas nous suivre tous les week-ends en convention, mais la semaine, vous avez peut-être un peu de temps pour regarder. Nous, on vous fera des résumés peut-être de ce qui s'est passé. On reviendra sur certaines interviews. Certaines interviews, on ne les rediffusera pas parce que on les assume pas. Voilà. On peut essayer de faire on fait un live anniversaire avec toutes les interviews, toutes les vidéos qu'on n'a pas sorties. Ou qui ont été supprimées ou qui n'existent plus d'internet. Genre mon interview de je sais plus comment s'appelle la chanteuse japonaise de Japan Expo où en fait elle n'a pas d'interprète. Et là c'était compliqué. Là c'était très compliqué. T'avais pas essayé de ressortir tes anciens cours de japonais mais j'avoue que je sais pas pourquoi j'ai rien essayé en japonais alors que je pense que ça aurait été mieux que rien. Oui. Genre j'aurais pu poser 2-3 questions. Arigato. Oui. Non mais au moins j'aurais pu lui demander. Voilà depuis combien de temps elle était en France ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. En japonais comme ça alors. Oui, voilà. Comment tu dis ça en japonais? Depuis combien de temps tu es en France? Ça doit être Mada Fulansoni. Attends.
T'es mal à la taille du, Ah la du travail vache. du monteur. Ah la vache. Kimaska ou un truc comme ça quoi. Voilà. Enfin, là tu m'as pris au dépourvu de ouf. Donc, Bien sûr, oui. il a ça va être absolument de ma pas pris. faute. Mais en même temps, si ça avait- elle m'avait pris au dépourvu de ouf aussi, donc j'ai rien. Et alors vous êtes tous pris au dépourvu, bon voilà, il n'y a pas de coupable. Hein. Ouais, non, ça va pas être tout à fait ça. Parce que. Bon, bref. J'ai pas vraiment le verbe qui veut dire être. Être présent. Ouais. Bon, J'ai c'est le pas verbe grave. qui veut dire venir, mais voilà. Bon, bref, on s'en fiche. Hein. Donc, ça, c'est le tournoi. Et il restera une toute dernière interview en fin de journée. C'est Benoît Dupac. Ah oui, c'est vrai que c'est Peut-être que GTO sera d'ailleurs dans notre classement et peut-être qu'il sera bien classé. Hein. Ouais, GTO qui a toujours une petite fanbase. Et du coup, Benoît Dupac qui est la voix de Nizuka et qui viendra, si tout se passe bien, parce que moi, les interviews de fin de journée comme ça, un dimanche, je les connais. Ouais, Je les connais. ça va dériver, ça va dériver. Voilà. Si vous avez un rendez-vous très important, n'annulez pas votre rendez-vous pour l'interview de Benoît Dupac. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il vienne. Et c'est vrai que Benoît Dupac, on l'a pas eu de. Il fait pas mal de conventions, Ouais. je crois le voir. En fait, on a une photo avec lui parce qu'il est passé sur notre plateau à. C'était un Compiègne Geek Convention à l'époque. Ah ouais. On en a fait 2, des Compiègne Geek Convention. Il était passé en mode j'ai pas le temps. Mais on a une photo. Du coup, on a une photo avec lui. On a une preuve qu'il est pas venu, quoi. On a une preuve qu'il est pas venu. C'est exactement ça. Donc, bon, c'est comme ça. Ok. Eh Très bien. ben, Merci. super. Allez, bonne journée. Bon, alors on devait parler un petit peu des conventions. Oui. C'est un peu l'objet de la discussion. En fait, toi, d'après toi, les conventions, comment. Parce que j'ai fait des recherches. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un de faire des recherches. Et c'est intéressant et finalement tout à fait logique. Si je te dis, d'après toi, les conventions, tu positionnes ça où sur une timeline depuis quand ça existe? Alors, les conventions, je te donne un peu le côté au sens large, quoi. Bah alors, après, ça dépend, parce que est-ce que c'est des conventions de pop culture, ou est-ce que si c'est juste des regroupements, ça peut être des festivals, mais les festivals, ça existe depuis pas mal de temps. Ce festival, c'est un genre de convention. Tu réunis des gens autour d'un sujet. Il y a beaucoup de festivals autour de la musique ou des trucs comme ça. Si c'est du festival, je pense que dès le 19e siècle, tu avais déjà des festivals. Des festivals. Et si on parle des conventions typiques moi, je dirais pop culture, ouais, ça je serait, dirais plutôt la convention au sens regroupement de passionnés de quelque chose. de quelque chose. Et parce que le marché de Noël, tu vois, c'est aussi. Non mais je vois le truc. Mais je pense, pour moi, ça a plutôt commencé aux États-Unis parce que ils avaient de la thune, et sans doute après guerre parce qu'ils avaient encore plus de thunes à ce moment-là. Ouais. Et ils étaient un peu l'égérie du monde. Et donc du coup, c'était l'avènement de tous les comics et des trucs comme ça. Sur l'aspect convention moderne, en effet, tu as raison avec les États-Unis, notamment. Forcément, on pense à San Diego et la Comic Con de San Diego. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle très souvent de cette Comic Con de San Diego qui est apparue dans les années 70, qui a commencé à quelques milliers de personnes à tout casser et qui en fait aujourd'hui a une jauge à 100 et quelques mille, ce qui fait qu'elle ne peut pas devenir la plus grosse convention du monde parce qu'en fait elle est jaugée. Donc elle est au max depuis des dizaines d'années, quoi. Donc en effet, c'est une des toutes premières. Mais en fait, si on regarde cet aspect convention, et c'est là où je voulais un peu t'amener, on remonte pas mal au siècle des Lumières, avec ces côtés un peu geekos où les mecs se réunissaient dans des événements un peu pour discuter de choses et d'autres, et notamment des aspects un peu pop culture de l'époque. Mais genre l'ésotérisme ou les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les premiers regroupements un peu intellectuels où en fait il n'y avait pas ce côté pop, mais il y avait un côté regroupement de passionnés. Et après, ça a dérivé vers la fantasy. Quand la fantasy est arrivée, les groupements littéraires de fantasy, c'est les années fin des années 1800, début des années 1900, les premiers rendez-vous de fantasy. Tolkien, avec lui, il a eu sa bande, etc. Ils se réunissaient également. Et, mais là, t'es au 20e siècle. là, je suis au 20e siècle après, oui. du coup. Je te fais la ligne. Et au début, c'est très fantasy, très littéraire. Ouais. Et du coup, Comic-Con, etc. Là, ça va arriver avec le monde de la BD, en fait. D'ailleurs, le festival de la BD d'Angoulême, il est assez vieux aussi. C'est un des premiers en France. Et du coup, ça passe du littéraire à la BD, au comics.
à tous les médias, une fois que les médias vont être disponibles. Hein. C'est sûr que, alors je pense pas que Tolkien il était en train de parler de cosplayer. Non, mais remarque, c'était quand même. Tolkien, il est décédé quoi, dans les années 80. Ouais, il a dû voir les premières. Je sais pas s'il a fait des dédicaces à Comic Con San Diego, je pense pas. Non, mais tu sais, avec l'avènement de Star Wars, par exemple, il y avait beaucoup de gens déjà qui se costumaient en personnages de Star Wars. Bah, Star Wars, ça a été un des premiers trucs justement qui a eu des regroupements déjà d'abord dédiés. Ouais. Et après, ça s'est intégré dans des. Ça me paraît pas déconnant en fait. En plus, bon, là tu prends l'exemple de Tolkien, mais la fantasy existait déjà bien avant. Bien avant. Ouais. Et en fait, comme Bilbo était un de ses premiers bouquins et qui a vraiment fait un petit coup de boost sur la fantasy, ça m'étonnerait pas que en fait beaucoup de jeunes ont voulu s'identifier à des personnages comme les Hobbits, comme Bilbo, etc. Et donc juste par exemple à se mettre les pieds poilus et pieds nus, ça peut être je sais pas où on c'est en pas est. un regroupement, mais c'est déjà le premier cosplay ou la première identification au personnage. Ouais, je sais pas où on en. Enfin, ça, alors pour le coup, j'ai vraiment travaillé sur la partie convention et pas sur la partie origine du déguisement, du cosplay, etc. Mais ça peut dater aussi de ouf et j'en sais rien. En tout cas, pour l'aspect Star Wars, ouais, ça fait des plombs parce que déjà au tout début, il y avait des gens qui allaient costumer voir les films. Ouais. Donc, ouais, ça date de ouf. Donc, à faire. Donc, en gros, l'origine, on la retrouve un peu là. Après, si on pourrait vraiment mettre des bases, en effet, on est plus sur la Comic Con San Diego. Et côté Japon, eux, ils ont le Comiket. C'est marrant comme prénom. Ouais, c'est la plus grosse convention du monde. Ah oui. Et qui a on va dire qu'elle a une ambition un peu différente parce qu'elle reste extrêmement faite par des. Enfin, pas faite, mais c'est beaucoup de stands amateurs, très peu de stands pro. Parce qu'en fait, ils vont vraiment différencier le côté Tokyo Game Show, Comiket. Comiket, c'est beaucoup de stands d'artistes. Il y a beaucoup de trade, ce qui se fait pas du tout chez nous. Ouais, on va se trader une illu. Tiens, moi j'ai illustré ça, tu as illustré ça, tac. Ça se fait encore énormément. Nous, on n'a pas ça. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Et aujourd'hui, ça reste avec, je sais plus, 750 000 personnes, je crois, qui visitent. C'est beaucoup ça, ça fait beaucoup. Tout ça, ça se passe à Tokyo du coup? Ouais, c'est à Tokyo. Bah, tu sais, on est passé en plus dans ce Convention Center, on s'est perdu là. Ah oui, je vois, oui, ok. On s'est bien perdu, comme il fallait. Il y avait des salariés et tout. Ouais, exactement. C'était ce Convention Center. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est Tokyo. À côté de ça, côté France, donc on parle du Festival de la BD d'Angoulême. Et après, on peut suivre différentes files. C'est-à-dire soit on suit le fil de la convention qui se veut professionnel, etc. Et on va arriver un peu plus tard avec des Micromania Game Show, des Paris Games Week, etc. Soit on suit le truc un peu plus orienté fan et là c'est la Japan Expo forcément qui va lead le truc avec les 25 ans je crois qui arrivent. C'est ça non ouais. Même plus que ça, elle a dépassé les 25 ans la Japan Expo, je sais plus. Mais bon, ça date. C'est vieux, ouais. Il me semble que c'est 99. La première. Et ben on est en 2025. Ah mais ils en ont loupé 2 éditions. Ah bah pendant le Covid. Ils ont loupé 2 éditions pendant le Covid, c'est pour ça qu'ils fêtent la 25e l'année prochaine sûrement. Un truc comme ça. Bon bref. Logique. Donc la folie. Et je crois que la Japan Expo à son prime, on est pareil, on est largement au-dessus des 100 000 visiteurs. Donc, ah bah oui, grave. Ouais. Donc c'est assez costaud. Et par contre, une des spécificités françaises, c'est ce côté un peu viral du truc. C'est-à-dire que ça s'est étendu sur le territoire, ça a germé quoi. C'est-à-dire qu'un événement comme le Toulouse Game Show, lui, est assez ancien et a été un des tout premiers. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est la 2e de France. C'est immense le CNAM là. Non, c'est pas comment il s'appelle. Le MIT. Le CNAM. Je savais que c'était un truc comme ça. Là. Merci putain, yes, on va la bouffe. J'espère que c'est très bon. Y a personne sur notre stand, c'est ça? Tu peux recevoir la nourriture, s'il te plaît, yes. Merci. Oui, voilà. Et du coup, donc ouais, voilà. Et ensuite, ça a commencé à popper. Et on a eu des. Et je pense qu'en France, des Japan Tour, des machins. Je pense qu'en France, c'était justement le fait que ça s'étende aussi facilement. C'est aussi que il y a aussi une culture très du médiéval, pas de la fantaisie, mais du médiéval. Il y a beaucoup encore de villages qui font le 14 juillet en costume médiéval parce qu'il y a des trucs comme ça. Donc, ils sont moins dans le côté
c'est ridicule de se déguiser. Il y a un côté folklore. Ouais, voilà, qu'on presque aime un peu folklorique. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans nos conventions, là où les Américains vont être très comics, cinéma, série, nous, on va faire rentrer des choses. Tu parles du médiéval, mais en fait de la fantasy, mais de la fantasy, un peu, je sais pas si on appelle ça la art fantasy, des trucs qui sont très proches du réel finalement. Oui, c'est ça, l'art de fantasy, ouais. Et t'as des fois, on voit des assos. La semaine dernière, on a interviewé une asso. Bah, eux, c'est purement médiévaliste en fait. Ils sont pas dans le fantastique, ils sont dans le médiéval, quoi. Et voilà, mais en fait, c'est-à-dire qu'ils sont costumés comme ça, ils peuvent très bien faire une Japan Expo comme faire une fête, la fête de Provins ou des trucs comme ça. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Donc, bonjour. Toi aussi, t'as toujours un mec qui te dit bonjour quand tu passes, non Non, je fais peur, je pense. Il n'y a que moi à ce moment-là. donc ça fait partie un petit peu de la manière dont ça a évolué. Après, là, c'est vrai qu'il y a un côté post-Covid qui est un peu spécial. D'un côté, on a l'impression qu'il y a une brèche qui s'est créée entre différents formats de conventions, avec un pullulement de conventions qui sont quand même à destination qui sont extrêmement commerciales, avec très peu d'animation. Parce que normalement, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle économique, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le modèle économique d'une convention. Globalement, elle va louer un parc expo, ça coûte très cher, et elle va louer tous les services de ce parc expo. C'est-à-dire l'électricité, le parking, le machin, le truc, les agents de sécu, les pompiers, tout. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Pour financer cet aspect-là, elle va vendre des emplacements à des stands. Donc ça, c'est les stands de vente, la plupart du temps, ou les stands, en tout cas, qui peuvent se rémunérer et qui ont un intérêt. Moi, je viens vendre des choses, je peux regagner l'argent que ça m'a coûté grâce aux visiteurs. Elles vont également faire un billet d'entrée, ça va leur faire gagner de l'argent, mais souvent ça rembourse pas tout. Par contre, à l'inverse, elles vont avoir une dépense supplémentaire qui est la dépense en animation. Alors ça peut être faire venir des invités, ça coûte très cher, et ça peut être avoir des stands où il se passe des choses pour que les spectateurs et les publics restent, parce que si le mec qui vient et qu'il n'y a que des stands de vente, il fait son tour, il se casse. Alors que s'il reste, au bout d'un moment, il a plus de chances de lâcher un petit billet sur un stand. Et les organisateurs de salon ont tout intérêt à ce que les visiteurs dépensent sur les stands pour que les stands continuent à vouloir racheter. C'est un cercle assez vertueux qui est censé s'instaurer. Le problème, c'est qu'il y a eu tout un tas de conventions récemment qui s'est construit en disant nous, on veut un modèle extrêmement rentable, donc très très peu d'animation. Oui. On va juste payer un ou deux grosses têtes d'affiche. Donc ils alignent un billet, ils ont 2 invités, 2 comédiens de doublage ou je sais pas quoi qui leur coûte cher. À côté de ça, sur place, il n'y a rien. Ou alors que des animations qui sont payantes. C'est-à-dire là où vous avez, par exemple, à Medinasia, il y a un laser game indoor qui est gratuit. Là, vous allez retrouver le même, mais il va falloir payer 10 balles la place. Donc ça va être différent parce que du coup, eux, ils font payer leur emplacement au laser game. Du coup, le laser game fait payer aux gens. Là où il doit y avoir un accord à Medinasia, par exemple. Et du coup, ces salons-là créent chez les gens une rupture en mode ah ouais, les salons geeks, c'est tous les mêmes, c'est devenu un truc hyper commercial, etc. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je pense qu'il y a toujours un peu de la demande, là. Tu vois, tous les stands d'achat d'épées moussées, de manga, des trucs comme ça. Bon, là, c'est très présent ici à la Paris Manga et à la Japan Expo, tout ce qui est à Villepinte, parce qu'il y a un gros secteur de vente aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui stockent leurs ressources ici. Ouais. Donc du coup, forcément, il y a toujours un peu la même chose. Et je pense que les gens reviennent parce qu'ils trouvent leur rentabilité. Mais c'est vrai qu'on a pu discuter aussi avec d'autres gens où c'était, alors pas forcément que des artistes, mais tu sais, même les trucs de bouffe comme ça, où eux, ils n'ont pas trop de problèmes parce que les gens ont besoin de se nourrir. Mais là, tu vois, genre à la Paris Manga, tout est standardisé en termes de prix. Tu sais que ta bouteille de Coca Zéro, tu 4,50. 4,50 chez Paul, mais tu vas aussi la retrouver à 4,50 dans partout. Les autres magasins. Ils s'alignent. Hein. Ils s'alignent tous. Et en fait, au bout d'un moment, c'est plus ça. En fait, c'est que à un moment donné, soit tout est devenu très cher, soit il y a trop d'offres. C'est vrai que c'est qu'à une époque, moi j'ai fait Japan Expo 2010. Ouais. Déjà, je pouvais trouver des trucs que je trouvais nulle part ailleurs parce qu'il n'y avait pas Internet, Amazon, AliExpress, etc. Donc c'était incroyable. Et il y avait vraiment un côté du jamais vu. Aujourd'hui, bon, déjà les gens ils sont blasés, hein. Ils ont déjà vu plein de choses. Alors ils vont aller chercher quelques pépites. Alors les stands du carte Pokémon, bon moi je suis pas du tout là-dedans, mais ouais, il y en a que ça marche. Moi j'y crois pas. Je pense pas que c'est ici que tu vas trouver la perle rare. En tout cas, je pense que pour les stands qui vendent des choses, c'est difficile, hormis peut-être les artistes qui vont toucher, eux, avec des créations originales, un public différent.
Mais encore, les artistes, eux, c'est aussi plus côté marketing, publicité, en fait. C'est le fait de faire découvrir ce qu'ils proposent et tout. Pour être suivi derrière. Ça, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. En fait, aujourd'hui, pour les artistes, ils sont pas tellement sur le nombre de ventes, ils sont plus sur le nombre de followers. Ouais. C'est ça qui va jouer en fait dans leur communication et dans leur gain. Eux, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est cette visibilité. C'est-à-dire, bon, te vendre un truc à 15 balles, c'est cool, ça va rentabiliser leur stand. Eux, ce qu'ils ont surtout besoin, c'est qu'il y ait une maison d'édition qui les repère pour qu'ils viennent illustrer des bouquins ou des choses comme ça. C'est ça qui va leur faire un vrai contrat et qui va. Il y a beaucoup le réseautage, là tu vois, il y a tout Webtoon qui est présent. Webtoon, ça fait bien 3 ans, depuis le retour du Covid, qu'ils ont vraiment un stand à eux. Et en fait, ils créent du réseautage parce que le Webtoon, tout ça, c'est full numérique. Il commence à y avoir un peu d'édition de gens qui ont fait des Webtoons. Mais en fait, ils sont obligés, et on en avait parlé aussi avec des membres de Webtoon Café, qu'ils essayent aussi de regrouper les ressources pour justement aider les jeunes créateurs, partager certaines charges, créer un vrai réseau aujourd'hui pour faire, d'une part, vivre Webtoon de manière générale et d'autre part, que les créateurs puissent aussi s'ouvrir à d'autres choses que le Webtoon. Complètement. Et tu parles de réseau, je vais faire une digression, mais c'est vrai que les conventions, c'est également devenu un endroit de réseautage pour tout type de créateur de contenu. On recevait Amine tout à l'heure, qui est créateur aussi, jeune créateur, qui reçoit lui-même d'autres créateurs de contenu, beaucoup de créateurs TikTok. Et aujourd'hui, en fait, là où il y a une affiche avec des invités bien précis, des youtubeurs comme Sora, comme Tissiezo, etc., il y a également dans les couloirs tout un tas de créateurs un peu plus amateurs, un peu plus niche, qui vont créer du contenu autour des animés. Et ça aussi, c'est en fait, eux, ça vient nourrir bien sûr. ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que je disais, les visiteurs, ils recherchent ça. Ils recherchent aussi une ambiance. Parce qu'en fait, depuis toujours, les conventions, c'est quand même réputé pour être un genre de bulle. Tu peux venir un peu comme tu es, tu es en cosplay, des fois tu peux puer un peu la sueur, ça arrive. Oui. Non mais je veux dire, en fait, voilà, t'es en convention, t'es pas jugé, tu vois. Je peux dire que si tu vas au congrès des banquiers, si tu vas comme tu viens ici, t'es un peu jugé. Spartacus, oui, c'est un peu chaud. T'es un peu jugé. Non mais c'est ça, je veux dire, ici tu sais que tu viens, tu t'en fous un peu, personne va te juger, hormis si t'es un gros connard d'harceleur. Oui, parce que ça, on les repère. Ça, on les repère de loin. Et il y en a encore malheureusement. Mais voilà, ça fait partie de ça. Il y en a qui disent que ça se perd un peu. Ça dépend. Non, en vrai, je pense que ça se perd pas. En fait, il y a un côté, les conventions, un peu qui tout double. C'est-à-dire que c'est un regroupement de gens qui se connaissent et ils font du cosplay et ils sont pas jugés pour ça. Il y en a d'autres où c'est beaucoup familial et donc du coup, il y a des gens qui n'ont jamais fait de convention, qui font ça parce que ça fait une sortie comme ça, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens costumés, on n'est pas au théâtre et tout. Et il y a eu beaucoup de jugements comme ça. Je me souviens à la Caramanga, il y avait des familles. En fait, souvent c'est ça. Caramanga, donc pour remettre en contexte, on est sur un petit village, je pense 10 000 habitants max. Et du coup, tu vas voir les gens, les locaux, qui eux n'ont jamais vu ça. C'est ça. Et alors que là, c'est pas le cas à Villepinte, les gens ils savent ce qu'ils vont voir. C'est pas le cas à Villepinte, mais en fait, vraiment, les conventions, c'est quelque chose qui, je pense, est très intéressant pour les geeks entre guillemets, mais en fait ceux qui apprécient la pop culture et qui sont prêts au point de se déguiser, de se cosplayer, parce que c'est aussi on la connaît, la population geek, on sait que c'est des gens qui sortent pas trop, qui ont des problèmes dans la communication, qui aiment être chez eux et tout. Certains bien sûr. Chez certains, non mais du coup ce type de convention là, c'est aussi un moyen de les faire sortir, de découvrir d'autres choses. Il y a le shogi qui est un truc hyper bien, le truc d'échecs. Et on peut les trouver que là, je pense. Quoi. J'aurais jamais trouvé ça sur internet, j'aurais pas instinctivement été vers en fait, ça. Quoi. Tout à l'heure, quand tu utilisais le mot « les gens se connaissent », je pense qu'on peut utiliser le mot se connaissent, soit ils se connaissent vraiment parce qu'ils se connaissent dans la vraie vie, mais ils se connaissent aussi par dans le sens par passion en fait. C'est ça. Tu vois un cosplay de Naruto, tu dis tu le connais, Naruto, voilà. Tu vas tu le avoir connais une interaction avec lui, je peux prendre une photo. Exactement, c'est pas parce que tu connais vraiment cette personne, mais en fait tu te connais parce que tu es dans un regroupement de personnes qui partagent une passion, qui partagent un univers. C'est très communautaire au final, quoi. Mais justement ça s'ouvre un peu plus, je trouve moi, toute
cette population geek, parce que du coup, on revient en fait la définition de geek aujourd'hui, elle est Plutôt positive. déjà, elle est beaucoup plus positive. Et puis elle s'ouvre beaucoup plus parce que du coup, on regroupe dans le côté pop culture pas que le jeu vidéo, mais il y a aussi maintenant ou les animés mangas, mais il y a aussi maintenant la musique, le cinéma, etc. Et en fait, Ouais, il y a aujourd'hui, beaucoup de choses. c'est même pas du cinéma de genre, mais tu vois, il y a des succès comme Harry Potter, comme les Seigneurs des Anneaux aujourd'hui, qui aujourd'hui ce sont des films mainstream, on peut le dire. Complètement mainstream. C'est purement la cible des geeks, parce que du coup, c'est de la magie, c'est de la fantasy. Et d'ailleurs, un random. Les industries l'ont bien compris parce qu'ils essayent tous de recréer cet univers qui va être le prochain univers de la pop culture. Ouais. Le plus récent, je pense qu'on ait eu. Il y en a peut-être deux, mais il y en a un qu'on voit très. C'est clair-obscur. Alors Clair Obscur ouais, alors oui, côté jeux vidéo, eux ont réussi à faire quelque chose d'assez incroyable, assez incroyable parce que mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Apparemment, eux ils veulent en faire un vrai univers. Je parlais plutôt côté cinéma, etc. Alors il y a eu des essais avec l'imaginaire Dune vu par Denis Villeneuve, mais qu'on voit assez peu en convention pour l'instant. Alors que vraiment comment dire, transformer l'univers Dune en un truc catchy, c'est trop bien. Quand tu lis les livres de Frank Herbert, tu te dis c'est pas gagné. Oh putain. Mais il a créé une vraie esthétique qu'on pourrait voir. Ah bah bien sûr, oui. Là en face de nous on a Squid Game. Squid Game quand même ils ont été très très forts pour créer un univers. Mais ils sont très limités dans le temps parce qu'ils ont fini là. Bah, apparemment il va y avoir du spin-off. On verra ce que ça va donner. Mais est-ce que ça va pas être un peu vu-revu, toujours le même schéma dans d'autres tentatives de création qui ont peut-être un peu plus échoué, je suis en train de réfléchir qui est-ce qui a tenté de faire des univers comme ça et Netflix ils ont tenté 15 000 trucs, alors c'est un peu difficile. C'est ça, et en fait Netflix ils ont je sais pas s'ils possèdent juste s'ils ont la licence ou ils ont les droits de distribution, mais tu as eu des Resident Evil par exemple. Ouais. Là j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de zombies alors que c'est vraiment aussi ce truc purement geek qui a. C'est vrai que le zombie est arrivé hyper tôt avec Romero dans les années 65-70 quoi. Il est monté vraiment à un prime et il a saoulé tout le monde à un moment le zombie. Peut-être qu'il a saoulé. Parce que toi, je sais que ça t'a saoulé aussi, les zombies. Ouais, les zombies, ça m'a saoulé. Je sais plus pourquoi ça m'a saoulé, les zombies, mais ça m'a saoulé. Mais non, il y a toujours eu du Resident Evil, il y a toujours eu. Il y a quoi en jeu récent avec des zombies? Last of Us. Ouais, mais Last of Us, au final, tu l'as bien fait le cri là. Last of Us, au final, c'est pas tellement. Les zombies, mais en fait, c'est comme tout, c'est comme Walking Dead. Finalement, les zombies sont juste un début de l'histoire, mais en fait, finalement, c'est juste pour montrer le côté humain. C'est pas comme dans Resident Evil où c'est vraiment le. C'est ça, ouais. Alors, remarque, il y a eu 28 ans plus tard. World War Z aussi. Et World War Z. Mais tu vois, oui, forcément, 28 jours plus tard, les zombies, c'est une vraie menace, quoi. Même s'il y a encore des hommes méchants, au final, les zombies sont juste un prétexte. Alors, je crois qu'à l'origine, au tout début, les zombies, c'était, je crois, une imagerie de je sais plus quel courant politique ou des trucs comme ça. Bon, à la toute base, c'est quand même plutôt le vaudou qui ont engendré les zombies à un moment donné. Oui, c'est dans un folklore, hein, les zombies. Je sais pas si on arrive vraiment à remettre un doigt sur l'origine du truc parce que ça doit dater de ouf. De toute façon, le fait de faire revivre les morts, c'est quand même un truc qui date depuis longtemps. Ouais, il y a des cultures là. C'était, je sais plus quel youtubeur qui faisait des vidéos comme ça, qui allait voir des dingues, ou notamment un pays où ils exhument leurs morts. Ah ouais, putain, horrible. Et ils dansent avec. C'est Doc Seven, c'est pas ça? Je sais plus, ouais. En tout cas, non, parce que lui, il y allait vraiment. Doc Seven en a parlé, mais je crois que c'était un youtubeur américain, et il a arrêté de faire des épisodes. Et en gros, il y allait, et du coup, ils exhument leurs morts, ils dansent avec, et ils les remettent. C'est bizarre, hein, peu. Ah, mais ça, c'est. C'est un peu chaud quoi. C'est les gens qui dansent avec ton cadavre. Il y en a qui ont un rapport à la mort bien différent. Mais du coup ils ont un rapport apparemment hyper joyeux parce qu'en fait complètement différent. C'est comme au Mexique la fête de la mort et tout. Exactement. Mais là on glisse là, non, on s'en fout. on s'en fout. Après je reparle des univers. Alors celui qui aurait pu vraiment être un succès et avoir sa place à côté de Star Wars, Harry Potter, pour moi c'était Game of Thrones. Parce qu'il y a un moment où on s'est vraiment dit, ils sont en train de créer un truc, et en plus sur un assez long terme, parce qu'il y a 8 saisons, donc 8 années. Et vraiment, en fait, quand tu te rends compte, on a critiqué la fin, mais au-delà de la critiquer, pour moi, c'est vraiment un échec du moment clé où ça aurait pu s'inscrire comme une référence de la pop culture, en fait.
Ouais, C'est- mais en c'est fait, ça le qui est ouf. problème, le problème, moi, je trouve avec Game of Thrones, c'est que l'univers est cool, mais tu peux pas t'attacher à un personnage. Ah non, parce que de toute Parce façon, qu'ils meurent tous. Ouais, alors déjà, Tu ils meurent tous. Si Et- tu et en t'identifies fait, à Tyrion, c'est bien, mais bon. Oui, déjà ils meurent tous, et puis au-delà de ça, attends, mais je suis petit quoi. Enfin, euh, et en plus, Martins, il a fait en sorte qu'ils aient tous leurs vices et leurs côtés Oui, détestables. C'est-à-dire que même lui, il a fait en sorte qu'il s'est tout, ok, un bon côté, un mauvais côté, tu vois. Et du coup, bah ouais, t'as pas envie de, ouais, voilà, exactement. Non, mais après, derrière, c'est aussi en fonction du cosplay. Par exemple, Ouais. tu peux faire un cosplay de Cersei ou des trucs comme ça qui Oui. reste un Bah, en personnage fait, hyper ça important. reste hein. très très souvent au Daenerys. En vrai, Oui, c'est bah le oui, bah perso, oui. le perso cosplayé Parce qu'on a que le c'est plus la vu. sauveuse du monde, C'est mais qui part en couille à la fin. Quoi. Oui, oui, bon, on sentait On qu'elle spoil, allait... hein, Non, bon, c'est bon, de toute façon. Voilà, Elle c'est... meurt poignardée par Jon Snow. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc ouais, ça aurait pu être un univers Et intéressant, j'avoue que ça n'a pas trop pris, alors qu'en plus il y a le The House of the Dragon. Quoi, mais, qui est très bon, qui est très très bon. Oui, mais qui est très bien, mais encore une fois, bon. et tu sais, ils ont une série qui est tournée, qui est dans les stocks, sur un des spin-offs qui est pas mal là. Je sais plus comment ça s'appelle ce spin-off là. Bref, et ils l'ont pas sorti pour l'instant, parce qu'en fait ils savent pas, ils se méfient un peu du calendrier de sortie, etc. Ah ouais, c'est Iron and Fire, hein, c'est pas ça là Peut-être que c'est ça, je sais pas. C'est la préquel ou je sais pas. Enfin, ouais, ça se passe bien longtemps avant, mais pas plus proche quand même que Ok. House of Dragon. Ok. Donc je sais plus, mais en tout Bah cas, ouais, en tout cas, c'est pas. le Game of Thrones, oui, il y avait eu cette période-là où il y avait pas mal de trucs. Moi, je me souviens d'avoir joué au jeu Telltale qui est plus disponible. J'arrive plus à retrouver ce jeu. Ah ouais, je l'avais en version. Ah mais je l'ai vendu cher, je crois. Aïe. Là, en version physique. T'aurais dû le garder avec la chute de Telltale quand même. Bon, au cœur prix hein, qui a rouvert, mais Oui. bon, là, les jeux récents, ils sont pas ouf. Mais Walking Dead de Telltale était vraiment Ça y est. très bien. Je savais qu'il allait en parler. Je le savais, t'en parles à chaque Mais fois. oui, non, mais écoute, Il n'y a pas une convention sans que tu nous dises. il oh, était écoute, bien, écoute. Mais Justement, mais- je trouvais que ça prenait le. Ah ce non, moi jeu je vais pas Telltale. critiquer. En vrai, je fais partie des gens qui regardent encore Walking Dead et ce qui se fait parce que il y a un côté rassurant dans cet univers. Je le connais maintenant, je connais les persos, je sais pas, je continue de regarder. Ça va être difficile parce qu'en plus, je regardais en VF récemment et il y a la voix de Daryl qui est voix française qui est décédée. Aïe. Et du coup, ça fait chier parce que c'était une voix qui était une super voix, donc un super Ah oui, comédien. Donc bon, je vais peut-être me remettre à la VO, les gars. Désolé. Et du Comme ça, coup, t'auras les épisodes plus vite. non, parce qu'ils sont. Maintenant, ça sort Day One. Hein, sur, alors Daryl, c'est Paramount, je crois. Et puis. Oui, la VO, pas la VF. VF aussi, ouais. Ah ouais Ouais. Ah, et maintenant, ils font tout. Ils sont avec les plateformes, maintenant, c'est instant. Hein. Ouais, putain. Mais voilà, dans les univers qui pourraient venir comme ça s'inscrire, c'est difficile. Du coup, qu'est-ce que font les majors et notamment Warner, hein, qui est celui qui détient les droits de deux des gros, c'est-à-dire Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Oui, enfin, si, merde, il y a Disney aussi quand même à côté, mais. Disney, ils ont Star Wars. Ils ont Star Wars, ils en ont plein d'autres aussi. Attends, et ils ont Ghostbusters, ils ont Alors, tous les trucs oui, comme ça. mais ceux-là, on va dire, en termes de force, hype actuelle, de ouais. force de frappe, c'est plus difficile. Ouais. Mais en tout cas, bon, je voulais surtout revenir sur Warner qui est en train de se dire les gars, en fait, on a des grosses licences. Oui. Et T'as vu la news de la sortie d'un potentiel jeu Seigneur des Ouais, Anneaux exactement. en mode Hogwarts Legacy? C'est ça, il y a ça qui a été annoncé. Il y a quand même la série Harry Potter qui fait Ouais. beaucoup parler d'elle. Il y a le film, la quête de Gollum là. La quête de Gollum réalisée par Andy Serkis. Ouais, donc ça il faut voir hein, parce que en vrai la licence Seigneur des Anneaux ils en ont sorti un aussi en animé japonais Qui était pas trop mal, je crois. Qui était pas trop La mal. Moi j'avais chute vu du- au ciné. C'est La chute du Rohirrim. La chute du Rohirrim, Ouais. je sais plus. Il était très bien. Mais du coup, en fait, alors le Seigneur des Anneaux, c'est hyper compliqué, je trouve, de l'adaptation ciné, parce que tu vois que la série, en fait, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, Moi, parce j'aime que bien. justement, moi j'aime bien aussi, mais toi t'aimes pas ou t'aimes bien? J'aime bien. Oui. Et justement Moi, parce que Moi, je suis tout à fait OK avec la lenteur, en fait. C'est que les gens. moi c'est pas la lenteur, c'est plus en fait l'identité visuelle que Peter Oh, Jackson ça, a oui. instauré en fait dans le truc. Oui, mais ça. Oui. Bah après, ça, c'est parce qu'il y a des gros fans, etc. Ah, et, bah oui, mais en fait la diégèse, surtout sur ce type de licence, c'est difficile. Ouais. tu Oui. peux Se tu dire fais que un détour de déjà, côté, quoi. dire que Gandalf, tu recastes, etc. Moi, j'avoue que j'espérais que c'était pas lui, le perso. Ouais. Je veux spoiler, on s'en fout de toute façon. tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et j'avoue que ça peut être difficile de se dire putain, on recaste Ian McKellen
qui est quand même une incarnation. Ouais, mais il n'est pas éternel non plus, Ian Et McKellen. il n'est pas éternel non plus. Voilà, donc. Mais après, Gandalf, c'est facile parce que Gandalf le gris, tu lui prends n'importe quel clochard et c'est Gandalf. C'est grand. Non mais oui. En tout cas, en effet. Après, c'est voilà. En tout ça pour dire qu'ils ont des licences. Après, tu parlais de Disney, et c'est intéressant que tu parles de Disney et autres. Toutes les licences à la. Moi, Parce que Indiana Jones, c'est aussi repassé sous le giron de Disney, ça. Et moi, je me dis, on n'est pas à l'abri. Parce que Ghostbusters, il y en a même un qui est ressorti récemment. Apparemment, il n'était pas si mal. Mais ils ont tellement fait de la bouse entre temps que voilà. Oui, le Origin, ouais. Tortue Ninja. En fait, ils ont du mal. Ils ont des trucs. Vraiment. Tortue Ninja, c'est une grosse licence, mais c'est une grosse licence en fait qui a marché 3 ans et qui a tout pris sur le chemin. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement une grosse licence. Ouais, c'est avec qui c'était avec toi. C'est toi qui en parlais avec quelqu'un hier, ou je sais pas du prix qu'on donne à un scénariste. Non, je sais pas. Peut-être que je. BAFTA. Non, mais qu'en gros, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de films qui sortent, mais en fait, on donne pas enfin, les scénaristes, on leur dit, voilà, tu me fais un scénario pour 20 000 balles. Et ils te font un scénario qui vaut 20 000 balles. Oui, et en fait, c'est pas incroyable, tu vois. Et si on leur disait vraiment, mais fais-nous un truc. Aujourd'hui, on est capable de créer des histoires. Tu parlais de Clair Obscur tout à l'heure. On est capable de créer des histoires qui sont incroyables. Il y a les gens qui ont les idées, mais il faut leur donner les moyens. Et aujourd'hui, si tu veux relancer un Tortue Ninja, un Ghostbuster, etc., t'as la matière, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est il faut y aller. En fait, le truc, c'est pour ça que moi, le studio Warner me fait un peu flipper parce que je parle du studio Warner jeux vidéo. C'est que eux, ils sont c'est une grosse major qui veut sortir le jeu en temps et en heure et au prix qu'il faut, quoi. Oui. Alors que tu vois Rockstar, tu vois GTA, ils sont encore repoussés, mais ils veulent faire un putain de jeu vidéo. Clair Obscur, c'est un studio indépendant, donc du coup ils ont eu le temps de faire un peu leur jeu. Donc en fait aujourd'hui, ça reste le gros problème du truc, c'est que ça soit au cinéma ou que ça soit en jeu vidéo, en fait aujourd'hui c'est devenu une vraie industrie plutôt qu'une vraie forme d'art. Tu vois, en musique encore, il y a l'album de Taylor Swift qui est sorti il n'y a pas longtemps. Que Télérama a dit, c'est encore de la merde. Télérama. Non, mais tu vois, ça aurait été étonnant qu'ils trouvent ça bien. Oui, non, mais parce que c'est mainstream, quoi. Télérama. Parce qu'ils veulent pas du mainstream. Et ils sont incapables de voir que déjà, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi ça fonctionne, tu vois. Pourquoi Taylor Swift ça fonctionne. Et en fait. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai lu des études. Alors nous, en France, et pourquoi ça fonctionne pas tant que ça en France au final parce qu'en fait, c'est énormément basé sur les paroles. Et nous, les gens, ils parlent pas anglais. Et voilà, donc c'est intéressant. Mais oui. Mais enfin, je parlais de Taylor Swift dans le sens où elle a niqué les majors. Elle a niqué les majors. Elle est assez indépendante et autonome. Et en fait, même de manière plus globale, je trouve que l'art de la musique est le seul qui reste encore un peu en place parce qu'il n'est pas hyper industrialisé, elle n'est pas parce qu'il n'y a pas par les majors parce qu'il n'y a pas Disney machin truc, mais grâce aussi à des gens comme Taylor Swift et d'autres qui ont obtenu un tel pouvoir à un moment donné, qui se sont dit oula, on est en train de se faire bouffer, ils sont en train de s'amuser avec nos droits et on va récupérer les droits, et puis du coup ils se sont mimés les uns les autres, alors que au niveau des acteurs, etc., en fait ce qui s'est plutôt passé, et aujourd'hui on le voit, en fait, regardez les crédits des films, tu regardes par exemple le film Formule 1 avec Brad Pitt, qu'est-ce que tu vois? Executive producer Brad Pitt. En fait ce qui se passe, c'est que les acteurs, ils se mettent dans les productions pour toucher aussi de la thune sur les résultats du film, mais ils se battent pas plus que ça contre les productions, en fait. Ils se soumettent à un système finalement qui existe. Donc c'est leur manière de. C'est toujours. C'est une manière de fonctionner. Hein. Aujourd'hui, c'est sûr qu'une tête d'affiche, s'il produit pas son film, il y croit pas en fait. D'ailleurs, ce que c'est un film ou série, je regardais la dernière série Walking Dead avec Maggie et Negan là. Les deux acteurs sont producteurs en fait de la série. Sûr. Voilà. Et parce qu'il faut aussi les pousser à continuer à faire la série, quoi. C'est horrible aussi, je pense, pour un acteur de n'être identifié que par un personnage. C'est pour ça, par exemple, tu vois que Daniel Radcliffe, lui, il s'en est bien sorti parce que justement, il a fait 8 films Harry Potter, qui est une putain de licence, qui doit être sans doute la licence d'une rentabilité de malade. Et putain, et pour sortir de cette peau-là, de cette image-là, il a dû batailler. Hein. Là, je pense qu'il doit quand même avoir un espoir secret que le nouvel acteur de la série prenne un peu cette et que lui puisse réexister dans son identité. Il a pu faire des rôles, il a pu faire du cinéma après Harry Potter il a fait sans que notamment.
Mais moi, il a j'ai fait fait- Horns, il a fait même. Alors, je pense que c'est son film, son premier film post-Harry Potter où il faisait un néo-nazi skinhead et tout. Là. Donc, à mon avis, il a fait ce film juste pour Bah, bien ils ont briser fait les trucs. ils ont un peu tous eu le même move. Emma Watson, elle a fait des trucs où bah, du coup elle avait les cheveux courts et tout pour un peu Ouais. casser cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'ils ont voulu tout de suite casser. C'est peut-être l'acteur Bah, de de Ron, Ron, Rob ouais. Green qui lui est resté plus enfermé. Et on C'était l'a peut-être le moins vu. bons acteurs, le moment. Ouais, peut-être. Après, on va se faire taper sur les doigts par les fans, mais Oui. Après, de toute façon, ils étaient pas. Ça va, tu t'en sors. Ils n'étaient pas tous exceptionnels. On a bien vu l'acteur de Goyle qu'on a reçu en plateau, qui n'a rien fait depuis. Ah bah non, il a tenté des trucs, mais à mon avis, lui, il doit avoir une petite rente quand même. Oui, non, mais ils ont tous. Hein. Ouais. Ils ont tous largement assez d'argent pour vivre. Mais Goyle, genre, il disait qu'il faisait du MMA. Du MMA, c'est ça, tu vois. Il a tenté le truc, écoute. Bah voilà. Et l'acteur, ce qui est marrant, celui qui est finalement resté le plus attaché et qui assume pleinement, c'est Tom Felton, qui lui d'ailleurs a fait énormément de conventions, malgré sa popularité, parce qu'en vrai, je pense kiff avec Rupert Green par exemple, Tom Felton. Et déjà, il a osé venir faire plein de conventions, et il reprend son rôle dans la pièce de théâtre aux États-Unis à Broadway. Dans la pièce de théâtre The Cursed Child, du coup, l'enfant maudit, il reprend le rôle de Draco Malfoy là. Voilà, donc il l'assume pleinement. Il va juste. Ah bah lui, d'accord. Il va se faire des couilles en or. Ah bah grave, mais bon, maintenant on va plus appeler Tom Felton, on va appeler Drago Malfoy. Bah, par contre, lui, voilà, c'est full assumé jusqu'au bout. Mais parce qu'il a réussi à. En fait, lui, la manière de casser son image du méchant, c'est de rencontrer les gens et d'être super sympa. Oui, non, mais, oui, Donc, mais en fait, voilà. généralement, mais tu vois, c'est même comme Alan Rickman. Bon, après, Oui. derrière, son il personnage est mort, aussi, il est. Ouais, bon, là, il est mort. Là. Il Mais son personnage aussi, il a évolué au cours de l'histoire d'Harry Potter. il évolue Mais- pas vrai. Enfin, Bah, en si, fait, parce qu'en fait- après coup, on apprend. Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça, quand c'est- il meurt, tu sais toujours rien. Oui. C'est après que. Enfin, il lâche quand même un petit. T'as les yeux de ta mère. Ouais, mais ça a été rajouté par les films, ça, je crois bien. Parce que Ah oui, moi je parle des films, Oui, pardon. mais Parce non, que mais- c'est alors moi, le comme mé- j'ai- c'est le média qui a le plus marché. Mais parce que le problème, c'est que moi, j'ai vu les films et j'ai lu après. Donc, dans mes souvenirs, c'est un peu mélangé. Ah, oui. Donc oui, d'accord, ok. Il dit ça, ouais. Bah, il y en a. Mais voilà, tout le long des films, ça a été un énorme connard. C'est vrai. Mais voilà, il a été guidé par l'amour. Exactement. Et ça, oui. Bon, on a pas mal discuté, Tolaf. Quel est ton niveau de faim là? Maximum. T'espères que c'est un sandwich à quoi? Je m'en fous, j'ai faim. Je m'en fous, je mange 3 sandwichs s'il le faut. Et ben écoutez, sur le chat, merci de nous avoir suivis cette matinée de discussion. On va se retrouver du coup à 13h avec des petits reportages que tu auras oui. tournés avec Étienne. Et puis ensuite à 14h, Amine en plateau qui va faire des jeux avec le public. Ça va être sympa. Franchement, hier ça s'est super bien passé. Mais oui. Donc impatient de vous retrouver. Est-ce qu'on a bien quelqu'un en régie qui lève la main s'il est présent en régie? On a personne. Pas aussi haut, pas aussi haut. On a personne en régie pour passer sur la pause. Mais ils sont partis où la régie? Mais non, mais à mon avis, ils nous entendent pas, c'est tout. Oui, ils nous écoutent pas. Bon Thomas, je vais aller voir ce qui se passe Ok. et je vais mettre la pause. Je prends le lead. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite. Bon, ça a dérivé un peu vers la fin, j'avoue. Mais en tout cas, voilà.